Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Olivier Piacentini. Vous publiez La mondialisation totalitaire et nous sommes chez votre éditeur, aux éditions de Paris, chez Mac Chalel, dans le bureau de votre éditeur, avec un voisinage assez prestigieux quand même. Oui, je vois des livres de Gilles Cosson, d'Emmanuel Leroy-Ladurie, la biographie de Jean Moulin par sa fille, Laure Moulin, qui est éditée par votre éditeur, qui est là. Voilà. Il y a toutes ces bios de tous ces grands peintres, Rubin, Cézanne, bref, c'est un très bel éditeur que d'être aux éditions. J'ai vraiment de la chance d'être aux éditions de Paris. C'est un très bel éditeur et en plus un éditeur qui est motivé et qui aime ce qu'il fait, qui publie des livres qu'il aime, qu'il apprécie, des gens avec qui il a l'habitude de travailler, dont il connaît la qualité. Je suis très fier de faire partie de cette écurie ou de cette équipe, on va dire. Olivier Piacentini, c'est votre 3e livre. Vous aviez publié Le dossier noir du socialisme français et il y avait aussi Vers la chute de l'Empire occidental et le dernier s'appelle La mondialisation totalitaire. En fait, dans La mondialisation totalitaire, qui est publié donc aux éditions de Paris, c'est notre ami Mac Chalel, vous revenez sur des grands thèmes que vous aviez abordés dans vos précédents ouvrages en les approfondissant notamment sur l'aspect destruction de nos valeurs. Absolument. Sur le plan économique en raison de la mondialisation. Il y a cette idée fréquemment reçue, Olivier Piacentini, que la mondialisation est une chance pour nos économies, c'est cette manière qu'on nous le présente, mais vous démontrez à travers cette étude finalement que la mondialisation n'est pas une chance pour notre économie. C'est peut-être une chance pour d'autres économies. Très clairement, mais la mondialisation en fait acte aujourd'hui le triomphe des grandes sociétés multinationales, des banques et des grandes sociétés du numérique sur les États. C'est-à-dire que ces grandes puissances économiques privées ont supplanté les États. Et en supplantant les États, elles réorganisent le monde en fonction de leurs intérêts, elles remodèlent le monde économique en privilégiant les pays asiatiques et d'autres pays émergents pour ce qui est de la production et du travail industriel. Très clairement, il y a un abandon des territoires européens occidentaux au niveau de l'emploi industriel et de l'emploi tout court au profit des puissances émergentes et des pays asiatiques. Alors nous allons venir. Et donc ce n'est pas du tout une chance pour nos économies, au moins dans un premier temps, ou en tout cas au moins depuis 30 ans qu'on vit ce cycle. Alors Olivier Piacentini, on va revenir sur ce sujet. Mais d'abord, vous commencez cet ouvrage avec un paragraphe que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est mon discours depuis des décennies. Je dis que la chute de l'Irak, ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein, a marqué l'avenir de notre civilisation comme on ne l'imagine pas encore, comme certaines personnes ne l'imaginent pas encore. Ce n'était loin d'être quelque chose anecdotique, c'était vraiment un tournant qui a marqué la fin du XXe siècle et le XXIe siècle. Et vous commencez là-dessus. Mais c'est très clair. Il est bien évident que la chute de l'Irak et la chute du régime de Saddam Hussein, en fait... avec ce qu'il incarnait, c'est pas Saddam Hussein en lui-même. Avec ce qu'il incarnait, bien entendu. Mais en fait, ce qu'il incarnait, c'était des régimes autoritaires, arabes... laïques. Et laïques, absolument. Et par quoi ont-ils été remplacés ? Eh bien, ils ont été remplacés, non pas par des démocraties comme l'ont souhaité les gouvernants occidentaux, mais par des mouvements islamistes. Et ça s'est vérifié dans un premier temps en Égypte, avant qu'on revienne avec le maréchal Al-Sisi. Ça s'est vérifié en Irak, ça s'est vérifié en Libye, ça s'est vérifié aussi dans un premier temps en Tunisie. Le monde arabe n'est pas spontanément porté vers des régimes démocratiques, quoi qu'en pensent les régimes occidentaux. C'est spontanément vers des régimes islamiques que les peuples arabes se tournent quand leur dictateur habituel, que l'on connaît depuis à peu près 70 ans, commence à tomber. Mais voilà. Bien au-delà, si on dépasse le simple cadre du monde arabe, ça a aussi marqué la fin d'un monde bipolaire. Parce qu'en réalité, l'invasion du Koweït par l'Irak, c'était au moment de la chute du mur de Berlin, exactement la même époque. On a cru que c'était anecdotique parce qu'en réalité l'Irak s'est retiré du Koweït un an plus tard, que le monde serait finalement pacifié, et on a vu les conséquences que cela a eu avec cette sorte d'humiliation qu'a eu le monde arabe dans son... Voilà, absolument. En voyant l'attaque contre l'Irak. Mais en fait, tout s'est enchaîné. Effectivement, avec la chute du mur de Berlin, on a eu les théories de Fukuyama, dans son livre « La fin de l'histoire et le dernier homme », qui nous expliquait que maintenant, nous allions vers la fin de l'histoire, l'Occident avait gagné, ses valeurs allaient se répandre partout. Et curieusement,
dans la foulée, immédiatement après la chute du mur de Berlin, on a eu l'affaire du Koweït, comme vous dites, dans un premier temps, considéré comme une anecdote, enfin voilà, un satrape qui un grand pays qui envahit son voisin. Quoi, exactement, voilà. Et puis on le met tout de suite au pas. Mais en fait non, ça a été l'ouverture des vraies hostilités, du vrai conflit qui va remplacer la guerre froide, c'est-à-dire le conflit entre l'Occident et le monde arabe. Peut-être pas dans son ensemble, mais en tout cas, l'ouverture vers l'islamisme qui engendre ces tensions que l'on connaît maintenant depuis 25 ans. Alors Olivier Placentini, on va revenir vers l'économie. Vous commencez cet ouvrage pour marquer vraiment l'importance sur l'échelle de l'histoire de cet événement. La mondialisation totalitaire d'Olivier Placentini, aux éditions de Paris, chez Mac Chalel. On va revenir sur l'économie, avec cette mondialisation qui ne nous profite pas. Mais j'ai envie de vous contredire. Est-ce que finalement, au fur et à mesure que tous ces pays vont progresser en niveau de vie et donc vont forcément avoir des salaires équivalents aux nôtres, avec un système de protection sociale équivalent aux nôtres, dans 30 ans, dans 50 ans, et oui, les choses vont s'équilibrer. Alors là, je suis d'accord, les choses vont s'équilibrer. Mais que va-t-il se passer dans les 30 ou les 50 dernières années? Que se passe-t-il? Dans la réorganisation du monde que les multinationales et les grandes institutions financières ont organisé, encore une fois, c'est l'Asie et les pays émergents qui ont la fonction production. Et nous, les Européens, et nous, les Américains, quelle fonction on a? Eh bien, on nous a attribué la fonction consommation. Oui, mais ça ne va pas durer. Si on n'a plus d'argent, on ne va plus pouvoir consommer. Ben voilà, mais comment est-ce qu'on la maintient, la consommation, quand on n'a plus d'emploi? Par les aides sociales. Les aides sociales qui sont financées comment? Par les impôts, par la dette. Par l'endettement. Par la dette. Par la dette. Plus par les impôts, puisque plus personne n'est... Il y a les pratiquement impôts, la dette, plus personne. Tout un ensemble de choses. Oui. Et pour finir, cette dette, qui nous amène ces fonds en partie? Ceux qui nous vendent les mêmes produits. Les multinationales, les banques d'un côté, et puis également les pays émergents. Et ces pays émergents maintenant. La Chine, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Donc rendez-vous compte, en 25 ans, l'Occident qui se croyait triomphant en 1991 se trouve aujourd'hui dans une nasse où la dette représente un terrible lien qui nous met à la botte de ces pays-là. Et quand on vous dit l'Arabie Saoudite finance le terrorisme ou le Qatar finance le terrorisme, pourquoi ne fait-on rien? On ne fait rien, on vous dit le pétrole, oui, mais deuxièmement, les financements à la fois de la dette, ce sont nos bailleurs de fonds, et puis les investissements que leurs immenses réserves de change leur permettent de faire dans nos économies et dans nos entreprises. Donc en fait, nous sommes totalement pieds et poings liés entre les mains d'un certain nombre de puissances, qu'elles soient privées ou d'autres États, qui ne sont pas sur les mêmes intérêts que les États occidentaux. Et c'est en ça que la mondialisation, non seulement ne nous profite pas, mais a entamé un basculement du monde où l'Occident est en train de perdre le leadership qu'il avait sur la planète. Alors vous dénoncez finalement cette stratégie qu'ont eu les financiers, qu'ont eu les entrepreneurs en quelque sorte, de vouloir se libérer du coût du travail, Olivier Placentini. Mais n'est-ce pas une stratégie normale de tout entrepreneur de se libérer du poste le plus lourd dans son entreprise? Si on cherche à se libérer du coût du travail, mais à une autre époque, on a cherché de se libérer du coût de la production industrielle. Si vous êtes dans une entreprise qui, par sa structure, nécessite très peu de salariés, mais d'importantes dépenses en publicité ou en communication, vous allez chercher à faire baisser ces dépenses de publicité et de communication pour avoir le même résultat. Le réflexe est normal dans tous les secteurs. Alors là, vous décrivez quelque chose qui est très réel, c'est évidemment la logique économique qui veut que l'entrepreneur essaye de baisser ses coûts, et entre parenthèses, celui du travail. Sauf que, par exemple, le mouvement de mécanisation qui a eu lieu pendant des décennies était compensé par d'autres ouvertures au niveau travail qui étaient situées au cœur des pays occidentaux. Mais ce qui se passe en fait depuis 25 ans est en fait un jeu de dupes pour l'Occident. Pourquoi? Parce qu'avec l'ouverture totale des marchés qui a été faite à l'initiative, bien entendu, enfin dans les intérêts des grandes multinationales, mais entrepris par les États, on a ouvert les marchés, abattu toutes les frontières, abattu les barrières douanières, ce qui fait qu'en fait on crée un jeu de dupes, puisqu'on crée une concurrence totalement déloyale avec des salaires très très bas, et des réimportations sur place à des gens qu'on vient de mettre au chômage et qu'on finance par de la dette. Donc en fait c'est un système qui est totalement vicié. Et j'en veux pour preuve, quel est le leitmotiv dont les médias français parlent très rarement de Donald Trump?
c'est de taxer les délocalisations comme quelque chose qui est déloyal. Ce qui est normal, c'est de vouloir abaisser ses coûts et de vouloir, si vous voulez, que l'économie se développe par la baisse des coûts et une réutilisation de la force de travail, ou un réencadrement ou un reclassement des gens qui vont refaire une formation. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on nous confine à une fonction de consommation, donc des tas de gens au chômage alimentés par les aides sociales, et tout ça parce que on a abattu les barrières douanières et on a laisser en place une concurrence totalement déloyale qui change la nature même profonde et la vocation profonde des gens au sein de nos économies. On nous confine à une fonction de consommation, Olivier Piacentini, oui. Mais on nous confine aussi par pays à une fonction au métier. Le tourisme, par exemple, pour la France. Voilà, oui, j'ai regardé ce film récemment, c'est merveilleux. J'ai revu ce film de Jean-Yann, Les Chinois à Paris, quand les Chinois envahissent la France. Et ils reçoivent un ordre de Pékin, parce qu'ils envahissent en fait toute l'Europe, et chaque pays est confiné à un métier. Les Italiens doivent faire des pâtes, les Français doivent faire des cheminées. Du vin, dans le film, il doit faire des cheminées parce que le dictateur chinois, on lui a dit, le rapport des services secrets, les Français sont des fumistes. Alors, il a cherché dans le dictionnaire le mot fumiste, c'est fabricant de cheminées, et il dit les Français vont faire des cheminées. Ça, c'est du Jean-Yann. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait surtout avait des fois des visions un peu prophétiques. Alors, c'était fait d'une manière un peu burlesque. C'est le Jean-Yann. Mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Effectivement, des films comme ça, il y avait quand même une vision de l'avenir un peu. Donc on nous met par métier. Nous, c'est le tourisme, le vin, les appartements pour les riches. Voilà, l'immobilier de prestige. On est un pays où il fait bon vivre. Pour les gens qui ont beaucoup d'argent, pour les autres qui sont ici, c'est le RSA. Voilà. Oui, mais c'est comme ça la mondialisation. Mais est-ce qu'à un certain moment, quand même, l'histoire va pas s'arrêter brutalement, quand même, cette histoire de. Est-ce qu'on va pas trouver des dettes à longueur de temps? On va pas trouver un financement par la dette à longueur de temps. Mais ça c'est clair, mais c'est évident que le système à un moment donné va basculer. Alors moi je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire à quel moment ça va se passer, mais il est bien évident que petit à petit, plus la dette va enfler et plus nous allons inquiéter nos bailleurs de fonds, qui vont donc téléguider et commander nos politiques, parce qu'ils vont vouloir être remboursés, et ils vont nous imposer des choses. Et qu'est-ce qu'ils nous imposent? Mais l'exemple, nous l'avons. Quand la Grèce a eu des difficultés, nous-mêmes les Européens qui sommes les amis de la Grèce, qui sont même redevables à la Grèce par rapport à la civilisation, à son apport, c'est un pays que tout le monde aime et que tout le monde admire pour tout ce qu'il nous a apporté. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a mis le couteau sous la gorge. Mais on a mis des inspecteurs allemands, qui sont partis. Et on pille son patrimoine. Et on pille son patrimoine. Oui. C'est-à-dire que la Grèce a été contrainte de vendre des îles, contrainte de vendre des chefs-d'œuvre artistiques, tout ça pour se remettre aux normes. Mais c'est ce qui va nous arriver, exactement la même chose. Un beau jour, il va nous arriver la même chose. Et on a du patrimoine à piller. Hein. Nous, on a du patrimoine. Mais c'est ça qui intéresse ces fameuses élites mondialisées, c'est très clair. Nous, dans les années 50, dans les années 60, ce qui intéressait les grands industriels, les grandes élites, c'était notre force de travail, notre capacité d'organisation et évidemment le niveau de formation de nos ouvriers et de nos ingénieurs. Mais depuis les fameux conflits sociaux des années 70, depuis la mise en place vraiment d'État-providence très fort, que se passe-t-il? On n'a plus confiance dans nos masses de travail. Et on a préféré se tourner vers les Asiatiques qui sont beaucoup plus dociles. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le potentiel de consommation avec la dette et nous avons du patrimoine à prendre. C'est exactement ce qui est en train de se passer, de mon point de vue. Alors évidemment, je grossis un petit peu le trait, si vous voulez. Je trace des grandes tendances. Mais nous avons une actualité quotidienne qui brouille la vision et la tendance globale du monde tel qu'il va, d'observation. Et c'est pour ça que j'écris des livres. C'est-à-dire que moi j'écris des livres pour dégager les grandes tendances, pour que les gens voient bien, à travers les années, s'ils se rappellent des gens qui sont un petit peu de notre génération, ceux qu'on vivait il y a 25 ans, et qu'ils voient quelle est la tendance et vers où on va, au-delà de l'écume de l'actualité quotidienne. Voilà. C'est pour ça que j'écris. Avec du bon sens, avec un peu de culture historique, avec un peu de culture générale, vous êtes à un point A. Et par beau temps, si le point A est très haut, vous pouvez voir la ligne finale de destination à travers les routes, à travers les obstacles qui peuvent se dessiner. Oui. Mais l'actualité quotidienne, la masse d'informations dans laquelle nous sommes noyés, fait que du point A, vous avez des brouillages, des rideaux de fumée qui se créent, etc. Et on ne voit pas le point B. Finalement, votre travail, c'est de nous dire, voilà, où est le plan B? Je suis passé au-dessus, c'est ça? Mais bien sûr, mais
regardez, si on prend le citoyen lambda, puisqu'on parle de ça, c'est des sujets importants. On vous parle de joueurs de foot qui sont payés 200 millions d'euros. On vous parle d'appartements à Londres vendus 50-60 millions d'euros. On vous parle de ci, on vous parle de ça. Le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il dit? Mais on nous dit que c'est la crise, on nous dit que ça va mal. Mais non, il y a de l'argent. Il y a de l'argent là, il y a de l'argent là, il y a de l'argent là. On voit des buildings s'élever, on voit tout un ensemble de choses qui donnent l'illusion que notre civilisation et notre monde continuent de marcher dans le bon sens. Et on renvoie l'individu qui, lui, est dans la difficulté à ses propres difficultés. On le renvoie à son propre quotidien et on lui met à l'index, on lui dit « c'est toi qui es pas bon ». En réalité, non. Les conditions actuelles font que, obligatoirement, un certain nombre de gens vont être déclassés, et de plus en plus, parce que la roue de l'économie ne tourne pas dans le sens de l'emploi et du développement des pays occidentaux. La roue de l'histoire, elle tourne dans le sens du développement de l'Asie, d'autres pays émergents, et dans le sens, si vous voulez, d'un endettement et d'un écroulement de l'Occident par le biais de la dette, par le biais de la désindustrialisation et des délocalisations. Voilà. Et c'est exactement ça que l'actualité quotidienne et que ce que nous présentent et nous mettent en avant certains médias veut brouiller. C'est cette vision-là qu'on ne veut pas que nous voyons. En tout cas, c'est mon point de vue, bien entendu. Mais pourquoi les politiques ne le voient pas? Enfin, si, ils le voient, ils ne sont pas dupes. Pourquoi? Oui, mais pourquoi le politique qui a le destin de la France entre ses mains sait tout ce que vous avez dit? Tout ce que vous avez dit, il le sait. Et voilà. Et pourquoi nous précipite-t-il? Mais pourquoi Parce qu'il est là pendant 5 ans, que pour 5 ans, qui prétend défendre l'industrie et l'économie française, qui est élu pour le redressement, a déjà commencé par liquider Alstom. En 2 temps, il a liquidé il y a 3 ans par la branche énergie qui a été vendue à General Electric et qui a complètement coulé la filière nucléaire française. Parce qu'en vendant à General Electric, qui est une société américaine, la fabrication des fameuses turbines Arabelle, qui sont les meilleures du monde, il a mis les Américains au milieu de la filière nucléaire qui était déjà assurée par Areva et par EDF. Donc en fait, il a fait perdre la crédibilité à la France, parce qu'imaginez-vous bien que les Russes ou les Chinois n'ont pas envie que les Américains soient au milieu, peuvent faire confiance à la France pour la mise en place de leur nucléaire, mais ils n'ont peut-être pas envie que les Américains soient au milieu. Maintenant, ils y sont, par le simple fait de la vente d'Alstom à General Electric il y a 2-3 ans. Et maintenant, l'autre partie d'Alstom, elle a été bradée aux Allemands. Donc il a complètement détruit, et il a fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a démembré le patrimoine économique français, qu'il a revendu à des intérêts privés. Dans quel intérêt? Pour être très clair, je ne le sais pas. Je ne peux pas parler, je ne vais pas accuser. En tout cas, je condamne ces décisions. Je ne sais pas quelle est leur motivation. Voilà. La mondialisation totalitaire. Mais en voilà un bel exemple, en tout cas. Bien sûr, le dernier livre d'Olivier Piacentini, la mondialisation totalitaire. Olivier Piacentini, il y a tout un chapitre qui est de votre livre, qui est consacré au numérique et à la destruction de valeurs apportées par le numérique. Absolument. Qui est contrôlé par ces GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, c'est les Google, Apple, Facebook, Amazon, ces grands groupes. J'allais dire ces grands groupes d'Américains, mais en fait, ce ne sont même plus des grands groupes d'Américains, c'est des grands groupes hors nationalité. Voilà, ce sont des grands groupes qui sont, qui détruisent une valeur terrible. Absolument, mais ils détruisent une valeur parce qu'ils détruisent des emplois, ils détruisent le commerce de proximité, puisque vous le savez bien, Amazon... Avec ses projets de supermarchés sans caisse et sans vendeurs. Voilà, les supermarchés sans caisse et sans vendeurs. Je crois que depuis une vingtaine d'années, il y a un mouvement de fond qui veut conditionner l'être humain à aller de plus en plus vers une consommation et une culture, une consommation de produits culturels et de produits de loisirs dominée et proposée par les multinationales, et entre autres les multinationales du numérique. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un exemple même, on va dire, bébête. Bon. Il y a 20 ans, on était dans le bus, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on lisait un livre, soit on conversait avec le voisin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le bus? Journal. Voilà. On fait ça. Je suis en train de mimer celui qui est sur son smartphone. Mais quand vous êtes sur le smartphone, vous êtes avec Apple, vous êtes avec Siemens. Si vous êtes sur le numérique, vous êtes avec Facebook ou vous êtes avec Mythic. Si vous voulez rencontrer une jeune fille, vous n'allez plus au café du coin ou à la discothèque ou je ne sais où. Vous allez sur Mythic. On va sur Adopt un mec, c'est plus branché. Voilà, alors excusez-moi. C'est plus branché. Voilà. Si vous voulez vous faire des amis, vous allez sur Facebook ou Twitter et autres. Donc, en fait, tout ce qu'on faisait auparavant par nous-mêmes ou qu'on allait
allait faire avec des commerces de proximité ou des lieux de rencontre du quotidien, maintenant passe par les canaux du numérique. Et donc, on en arrive petit à petit à ce que j'appelle dans mon livre l'homo numericus. On veut nous rendre totalement numérico-dépendants et on veut que toutes nos vies soient passées au crible et totalement surveillées et conditionnées par les multinationales du numérique. Je pense que c'est très clair parce que notre temps disponible est de plus en plus consacré à ces gens-là. Voilà. Alors, dans tout ce que vous avez écrit, je suis sûr que tous ceux qui soient étudiants en économie, en philosophie même, soit des entrepreneurs aussi, Olivier Piacentini, en fait tous ceux qui s'intéressent à la vie active, à la vie de notre société, ne peuvent être que d'accord, mais un sentiment d'impuissance se dégage quand même après avoir lu votre livre. Sentiment d'impuissance, et oui, c'est comme ça, ainsi va le monde. Alors, moi j'écris justement pour combattre le sentiment d'impuissance. Alors c'est vrai que mes livres font un constat qui est quand même, on va dire, qu'il est ce qu'il est à l'état actuel. Sauf que le numérique a aussi son avantage, c'est qu'il libère un petit peu la parole, il libère la parole de la population. Et moi, je vois toute la journée beaucoup de gens, et des jeunes en particulier, qui refusent ce conditionnement, qui le ressentent, qui n'arrivent pas forcément à mettre des mots dessus. D'ailleurs, la presse numérique alternative, comme on dit, fonctionne extrêmement bien. Elle fonctionne extrêmement bien, vous êtes très bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup aujourd'hui de sites internet, de réinformation, de canaux par le biais d'Internet qui font de la réinformation ou de l'information alternative ou des opinions qui sont totalement en contradiction avec là où on veut nous mener. Le conditionnement médiatique et numérique que l'oligarchie financière, je vais l'appeler comme ça, essaye de nous mettre en tête. Et je constate que beaucoup de jeunes aujourd'hui le ressentent, ne sont pas forcément à même tous de mettre des mots dessus, mais ils attendent qu'on leur explique dans quelle situation nous sommes et où on veut nous mener. Et ils attendent qu'on le leur explique, non pas d'une façon braillarde ou d'une façon... sans tomber dans le complotisme et dans la caricature, sans tomber dans évidemment. le complotisme, mais qu'on explique où va le monde. Parce que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce qui se passe relève d'une logique économique. Ce n'est pas la méchanceté humaine ou ce n'est pas le mauvais esprit humain qui amène ça. C'est une logique économique qui a été amenée par les conditions politiques, les conditions technologiques. Et qui a elle-même entraîné une logique politique. Parce que nos États, dans un premier temps, ont cru à une autre version de la mondialisation, qui est la mondialisation heureuse de la fin de l'histoire, et que peut-être aujourd'hui, ils se trouvent piégés par la voie qu'ils ont voulu nous faire emprunter il y a 25 ans et qui s'est avérée en fait un piège. Mais peut-être qu'ils ont été eux-mêmes piégés. On va le penser comme ça. On ne sait pas en réalité. Moi, je fais pas de procès d'intention. Le fait est que je pense qu'il y a eu une C'est le complotiste qui ferait le procès d'intention. Le complotiste va faire le procès d'intention. Moi, je pense que c'est peut-être un mélange de tout. Je ne veux pas rentrer dans ces questions. Je pense que c'est une mécanique naturelle qui est arrivée. C'est fort probable. C'est fort probable. C'est une mécanique. Je pense en tout cas que les États occidentaux, à la chute du mur de Berlin, ont eu la tête qui a tourné, si vous voulez. Se sont vus en pensant que c'était un monde unilatéral seul. Voilà. Ensuite, la crise de l'Irak a renforcé ce sentiment d'accélérer la mondialisation. Finalement, ce serait quelque chose d'anecdotique. On n'a pas vu ce sentiment, comme je l'ai dit, d'humiliation qui est né dans le monde entier. Et là, on revient vers ce monde défendu, finalement, l'idée de Jacques Chirac, du Général de Gaulle aussi, unilatéral. Enfin, ce monde qui n'est pas bipolaire. Voilà, ce monde diversifié. C'est même le pas le mot de la diversité que j'allais dire. Voilà, choc des civilisations, qui rentre beaucoup en de scène diversité. Et qui maintenant aujourd'hui apparaît, c'est-à-dire que dans les années 90, on a eu la théorie de la fin de l'histoire de Fukuyama, et puis on a eu la théorie contraire qui est celle du choc des civilisations de Huntington. Il me semble, à travers mes analyses, que c'est la deuxième version qui semble être la version qui a rejoint la réalité. Voilà, c'est mon point de vue. En tout cas, c'est le point de vue que je défends dans mes livres. La mondialisation totalitaire, c'est un livre de société, c'est un livre d'analyse économique, d'analyse politique, mais en réalité, je le classerais aussi dans la catégorie économie, si j'étais libraire. Alors, si j'étais libraire, naturellement, les libraires, de par le titre, de par les ouvrages que vous avez écrits avant, vont le mettre dans la catégorie essai, peut-être politique ou société. Moi, je le mettrais dans la catégorie économie. Mais il faut préciser à nos lecteurs que ce n'est pas de l'économie
technique, de l'économie compliquée. J'essaye de mettre tout à la portée des gens pour que ce soit agréable à lire et que les gens, même des profanes en économie, arrivent à bien comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est important de le dire pour les lecteurs. Mais effectivement, je parle beaucoup d'économie parce que la mondialisation totalitaire, c'est l'arme économique qui est utilisée essentiellement par les pouvoirs que sont les grandes institutions financières, les GAFA, comme vous dites, et les grandes multinationales. Leur arme qui arrive à conditionner aujourd'hui la vie des gens, c'est l'arme économique. C'est par cette arme-là qu'ils arrivent à conditionner aujourd'hui les comportements d'une grande partie de la population sur la planète. En tout cas, c'est ce à quoi ils veulent arriver. Alors je vais terminer quand même, on va terminer. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça c'est pas dans le livre, et finalement un mouvement de rébellion en quelque sorte face à cela, naturel, oui, à travers les circuits courts, l'économie collaborative, les petits producteurs qui vendent sur les marchés dans nos provinces, directement de la production, avec la clientèle de plus en plus nombreuse qui dit « Ah, vous êtes du village voisin, on viendra vous voir à la ferme, on ira acheter vos œufs à la ferme. » Voilà, ça a commencé comme ça. Ça se développe aussi avec les monnaies locales. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller finalement à contre-courant. C'est vrai qu'il y a une mobilisation d'une partie de la société qui est bien consciente que le système actuel amène beaucoup de dégâts et de désagréments et beaucoup de pertes en fait d'identité culturelle et de valeurs. Et il y a, je dirais même pas une rébellion parce que ça se fait pas sur non, le mot était... Non, mais il y a une économie parallèle. Parce que rébellion signifie que ce sera été réfléchi. Voilà. Non, il y a une économie parallèle ou une autre type que l'on a envie d'encourager. Que l'on a bien entendu envie d'encourager et qui se met en marge de cette économie mondialisée qui ne veut pas rentrer là-dedans, qui ne veut pas être aspirée dans cette spirale où on sait très bien maintenant où est-ce que ça nous amène et qui veut vraiment lutter contre ça, comme vous dites, les circuits courts. Le problème, c'est que malheureusement, par rapport à une question de moyens financiers, ça ne va concerner qu'une partie de la population. Et je pense parce que ça coûte cher le circuit court. Parce que ça coûte cher. Et puis paradoxalement, c'est le même qui va au marché bio et au circuit court, qui veut le circuit court, qui a le dernier iPhone au fond de sa poche. Hein. Oui, mais voilà, comme quoi tout est complémentaire et la vie est d'une grande richesse. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, il ne faut pas tout rejeter dans la mondialisation. On n'est pas pour revenir à la du rejet. Voilà. Il faut simplement, à mon avis, de la part des politiques et des États et de toutes les grandes institutions qui sont censées défendre nos intérêts, la recadrer pour qu'elle préserve nos cultures, nos identités, recrée de l'emploi et recrée de la valeur et de la richesse humaine en Occident. Merci de nous avoir présenté ce dernier livre, La mondialisation totalitaire, d'Olivier Piacentini. Voilà, il sort aux éditions de Paris, chez Mac Chalel, le nouveau Piacentini, avec des ouvrages précédents qui ont bien marché, qui vous ont valu beaucoup de retombées médiatiques. On vous a beaucoup lu, on vous a entendu dans les radios, dans les télés, on vous a vu. Et le dernier, s'annonce aussi riche d'espoir pour votre éditeur. Voilà, aux éditions de Paris. Et puis, je l'espère aussi pour mon éditeur qui vraiment me soutient beaucoup. Merci Olivier Piacentini. Merci Yannick Urien et merci beaucoup. À bientôt.